Bonjour Philippe Rubel, donc merci d'être venu participer à cette interview. Donc les gens vous connaissent déjà un petit peu, ils vous ont déjà vu en tout cas sur YouTube, ils ont vu sur les affiches là pendant les dernières législatives. Alors moi j'aimerais qu'on fasse cette interview autour de votre personnalité, de votre parcours, et déjà votre parcours professionnel. Donc je crois que vous avez beaucoup voyagé, et j'aimerais qu'on fasse un petit état des lieux de tous les pays que vous avez traversés, à commencer par la France. Donc c'était quoi la France? La France, j'ai travaillé dans le sud-ouest, ça c'est une usine de radiocéramique, puisque j'ai quand même une formation de mécanique générale, j'étais régleur. Bon, là, ça m'a permis de connaître un peu l'ambiance usine, comment ça fonctionnait, j'ai pu voir aussi comment fonctionnaient les syndicats. Enfin bref, c'est assez amusant. Et malheureusement, cette usine, au bout de même pas 2 ans, a fait faillite. Et comme c'était là que j'avais connu mon épouse, eh bien, il fallait faire bouillir la marmite. Je suis donc parti en Alors, Norvège. pourquoi vous avez fait une petite moue par rapport aux syndicats? C'était quoi le problème avec les syndicats Eh bien, déjà à au l'époque? début, j'étais comme tout le monde, j'y croyais beaucoup au syndicat. Je dis oui, le syndicat défend les ouvriers et tout. Jusqu'au jour où on a surpris le délégué syndical en train de jouer à la pelote basque et aller au restaurant avec le patron de l'usine. Alors en fait, on se rendait compte que lorsqu'il n'y avait pas de commande, eh bien, on nous demandait de faire grève. Mais évidemment, le délégué syndical, lui, il est payé pendant la grève, puisqu'il fait ça dans ses heures de délégation. Alors j'ai vu que tout ça, c'était une fumisterie, enfin toujours à ce niveau local, et j'ai pris largement mes distances avec les syndicats. C'est une expérience, je ne dis pas que tous les syndicats marchent Voilà. comme ça, mais je fais part de mon expérience, c'est tout. Alors, donc ça c'était le premier parcours professionnel, donc c'était en France, donc dans l'usine, donc vous étiez ouvrier quoi, hein, donc Ah oui, finalement. oui, au départ, je suis ouvrier, oui, oui. D'ailleurs, une petite anecdote, lorsque j'étais au lycée technique, mes camarades me demandaient, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, je voulais être tourneur, hein, tourneur ajusteur, je trouvais ça formidable. Ah, ils m'ont dit, mais t'as pas d'ambition. Nous, on veut être ingénieur. Ben, je dis, moi, si, j'ai de l'ambition. Mon ambition à moi, c'est de faire un travail manuel. Je suis un mécano, dans le fond de l'âme. Et je lui dis, mais si tout le monde raisonne comme vous, que tout le monde veut être un ingénieur, les gens comme moi plus tard, ils vaudront de l'or. Alors tout le monde a éclaté de rire. Alors ce qui est assez amusant, c'est qu'en fin de parcours, j'ai rencontré des ingénieurs qui gagnaient exactement 2 fois moins que moi. C'est assez amusant. Donc j'ai fini par avoir raison. Ce n'était pas le but, je me moquais éperdument d'avoir raison ou tort. Ce que je voulais, c'était faire un métier que j'avais envie de faire. On dit toujours, la réussite, c'est de se faire payer pour faire ce qu'on aime. Moi, de ce côté-là, j'ai réussi à 100%. Alors ça c'était votre premier expérience professionnelle, donc c'est cette usine de céramique en France. Après c'était quoi? Une plateforme pétrolière je crois. Oui, alors après, comme je suis un technicien multifonction, je travaille aussi bien sur des machines-outils, que sur des moteurs. Je suis motoriste aussi. Je fais de nombreux stages pour ça. Et je suis donc allé en mer du Nord parce qu'à l'époque, ils ne trouvaient personne pour y aller. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça faisait peur. Effectivement, on avait une fierté un peu bizarre à l'époque. C'était le métier où il y avait le plus de morts. Le métier où il y avait le plus d'accidents. Donc sur les plateformes, Sur les années plateformes 70, pétrolières, c'était les années 70. Ça. ouais, dans les années 70. On avait énormément de morts. On démarrait très dur. Toutes les conditions de sécurité n'étaient pas toujours au point. Ni bien, bon, ça s'est quand même arrangé depuis. Mais à l'époque, c'était extrêmement dangereux. J'ai beaucoup d'amis qui sont au cimetière. Bon, j'ai eu la chance, j'en ai réchappé, tant mieux. Et alors c'était quoi, pardon Oui. Philippe, c'était quoi alors finalement ce travail sur les plateformes pétrolières? Vous travailliez avec qui? Il y avait beaucoup d'étrangers? Alors il y avait beaucoup d'étrangers, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans mon métier, c'est sur le mélange culturel. J'ai travaillé d'abord en Écosse. Les Écossais, c'est pas des tristes. Donc sur les mers En mer du Nord, oui. en mer du Nord. En mer du Nord, j'ai commencé sur le côté écossais. Là, j'ai fait connaissance avec les Écossais. Je peux vous dire qu'on ne s'ennuie pas avec eux. Par contre, c'est des bosseurs. Hein. Ça, c'est des gens extrêmement agréables. Vraiment super. Très bon truc. Après, je suis allé en Norvège. Alors là, j'ai fait 3 ans en Norvège. J'ai démarré, enfin, pas tout seul, évidemment, le fameux champ de Frickfield. Et là aussi, c'est une expérience extrêmement intéressante sur le plan technique, parce que c'était quand même des technologies de pointe. On travaillait des plongeurs, ils travaillaient quand même à 140 mètres de profondeur, c'était pas n'importe quoi. Et j'ai fait connaissance évidemment avec les Norvégiens qui eux aussi sont des gens assez robustes, avec un mental De Vikings. de vikings. Là j'ai fait connaissance avec les vikings. Et après, au bout de 5 ans en mer du Nord, il fallait continuer à travailler. Il y avait des chantiers, cette fois à terre, c'était au Nigeria. Au Nigeria, alors là, il y avait du boulot, et là évidemment, personne ne voulait y aller. Si je puis me permettre une blague qu'on avait à l'époque, était un peu crue.
un pays qui est très dur, extrêmement violent, et on disait souvent que c'est le seul pays d'Afrique où les vautours ont du cholestérol. Le Nigeria, vous avez fait d'autres pays en Afrique? Oui, après j'ai fait le Cameroun, mais là je suis parti en mer. Ok, donc là c'était un Là, retour en mer. J'ai connu les Camerounais qui aussi, alors eux c'est une mentalité qui est complètement différente, c'est déjà des gens qui sont, vous évoluez, c'est pas vraiment le mot, mais qui ont une façon de voir la vie plus sympathique, quoi. Ils aiment bien rigoler, c'est surtout ça. Voilà. On aimait bien plaisanter avec eux. Et là, j'ai une anecdote avec le Cameroun, d'ailleurs, c'est bien d'être confronté à des cultures qui sont extrêmement différentes de la nôtre. Ça nous permet d'avoir une vision, d'avoir du recul un peu sur l'espèce humaine. Et on avait par exemple un ingénieur camerounais sur une plateforme et qui avait vécu en France, qui était né en France, qui avait fait ses études en France, donc il était formaté à notre mentalité française. Donc en fait, il était français. Il avait beau être camerounais, il était français. Et puis, comme nous, on faisait la navette, on faisait 5 semaines de travail, 5 semaines de congé, il nous dit un jour, est-ce que vous pouvez me ramener, parce que lui, il s'était installé au Cameroun et il s'était marié au Cameroun, donc il était revenu au Cameroun. Et il nous dit, voilà, est-ce que vous pouvez me ramener 2 parfums, un pour ma première femme et un pour ma deuxième femme? Alors, nous, on tombe des nues, on lui dit, mais enfin, écoute, Paul, tu as été élevé en France, tout ça, la bigamie, c'est pas dans notre esprit, à nous, Français. Ben, il dit, moi non plus, je voulais pas 2 femmes, j'ai assez avec une. Mais comme je travaille souvent en mer, ma femme me dit, je suis pas toujours à l'aise toute seule, et puis tu gagnes beaucoup d'argent, c'était vrai, par rapport aux locaux, il gagnait énormément. Tu as parfaitement les moyens d'avoir 2 femmes, et je suis allé chercher ma cousine qui, elle, aura beaucoup de mal à trouver un mari. Et donc, il faut que tu acceptes cette deuxième femme. Alors, il a dit, il nous disait, dans un premier temps, j'ai refusé. J'ai dit non, moi, c'est pas dans ma mentalité. Eh bien, je sais que ça surprend toujours quand je dis ça à des Français, mais c'est la première femme qui a insisté pour que la deuxième femme vienne dans la famille. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est des expériences. Après, ben, évidemment, j'ai travaillé en Angola, au Congo, au Gabon, au Soudan. Au Soudan, là, c'était pour les travaux publics. J'ai travaillé en Tunisie, ça m'a permis de travailler avec les Arabes. Dans les pays arabes, mon meilleur chantier, ça a été l'Algérie. Là aussi, je peux vous citer une anecdote extrêmement sympathique. Tiens, Philippe, on t'a fait une surprise. Puisque c'est Noël pour toi, c'est une fête chrétienne. Je lui dis, mais il fallait pas. Je lui dis, c'est quoi? Ah, tu verras. Et quand je suis rentré au mess pour aller manger, là, il y avait un sapin de Noël, mais immense. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Mais j'ai des tas d'anecdotes comme ça dans tous ces pays. Hein. Donc c'était l'Afrique, encore après l'Afrique. Alors donc, je cherchais toujours, malgré tout, à retravailler en France. Mais, ouais. Et parce que évidemment c'est bien beau d'avoir j'ai un profil de bourlingueur, mais je vous garantis que c'est pas une vocation, hein. C'est uniquement parce que j'ai mis le doigt là-dedans, c'est un engrenage et il fallait faire bouillir la marmite. À chaque fois que je voulais travailler en France, j'étais pénalisé justement par ce profil de baroudeur, je passais pour un extraterrestre. Alors j'ai été un peu fatigué de tout ça, je me suis dit tiens, je vais aller vivre au Canada. Et j'ai vécu 6 ans au Canada, j'ai vécu 3 ans au Québec et 3 ans en Ontario. Là, j'ai rencontré aussi des gens formidables et j'ai rencontré justement des financiers. On parle souvent des financiers et tout ça, j'ai pu les côtoyer de très près. Alors ils m'ont demandé de présenter mon projet. J'ai présenté mon projet et ils m'ont fait comprendre très gentiment, très aimablement, vraiment d'une façon très courtoise. Ils ne m'ont pas méprisé. Ils m'ont fait comprendre très tranquillement que quelqu'un qui cherche à faire de l'argent avec son travail, dans le contexte nord-américain, c'est un pauvre type, c'est un imbécile. C'est-à-dire qu'il ne gagnera rien. Le vrai homme d'affaires, c'est-à-dire il faisait des réunions que sur ce thème-là, c'est celui qui place de l'argent. Donc ils avaient des tas de logiciels, des tas d'astuces, des astuces juridiques, internationales, pour faire circuler l'argent à toute vitesse dans des comptes offshore et tout ça. Et effectivement, ça marche très bien. Qu'est-ce que vous avez fait après le Canada? Vous êtes rentré? Oui, parce qu'il ne faut pas s'entêter. Quand quelque chose ne marche pas, qu'on voit qu'on n'y arrivera pas de toute façon, entre les problèmes qu'on avait eus avec le 11 septembre, les financiers qui très gentiment m'ont fait comprendre que de toute façon je n'y arriverais pas, il fallait prendre la décision de rentrer. Donc on est rentré en France, mais j'ai continué à travailler à l'étranger. Parce que quand j'étais au Canada, je continuais à travailler en Afrique, tout en voulant lancer mon entreprise.
J'étais responsable technique de toutes les centrales électriques d'un pays d'Afrique. Et après ça, je suis donc rentré en France définitivement et là, j'ai pris ma retraite. Ou plutôt, j'ai cru prendre ma retraite. Puisque tout en étant à la retraite, j'ai des compagnies pétrolières qui m'ont rappelé, tenez-vous bien, pour aller former de jeunes ingénieurs sur le terrain parce qu'ils s'en sortaient plus. Parce qu'ils avaient besoin d'une formation de terrain. Et donc, ces ingénieurs, je les ai accompagnés après en Indonésie et en Pologne, pour pouvoir lancer des gros chantiers, vraiment de très très gros chantiers. Donc ça, c'était une fois rentré en France, donc c'était encore des petites missions courtes comme Oui, ça, des missions courtes comme en ça, Pologne, en Indonésie. On va terminer sur ces déplacements, sur ces différents pays que vous avez traversés. Donc là, on va plutôt parler de votre engagement politique local. Hein. On va plutôt parler de l'Indre-et-Loire, maintenant le pays, le département dans lequel vous êtes installé avec votre épouse. Déjà, pourquoi ce choix de l'Indre-et-Loire? L'Indre-et-Loire, pourquoi? Oh, là, c'est tout purement familial, tout simplement parce que ma belle-mère habite dans ce coin-là et que ma femme me dit, écoute, toi, ta mère, ton frère s'en occupe, mais ma mère, moi, il n'y a personne pour s'occuper d'elle. Bon, alors, j'ai dit, on va habiter à côté de ma belle-mère, tout simplement. Voilà, c'est une raison purement familiale. Donc dans l'Indre-et-Loire, à Mouzet, donc. À Mouzet, exactement. Ouais. Alors, vous êtes installé depuis combien de temps? Depuis 2007. Alors, comment ça s'est passé, votre installation? Bon, vous étiez déjà connu parce que vous avez la famille de votre épouse. Oui, j'avais la famille dans le coin, tout ça. Vous étiez déjà connu. Alors, quand vous êtes présenté pour la première fois à ces élections législatives, donc la dernière était en 2017, hein, donc les gens que vous connaissez, comment ils vous ont perçu? Comment ça s'est passé, cette première rencontre avec les gens, mais en tant que candidat aux législatives? Oh, très bien, les gens sont contents. J'ai toujours eu un bon accueil. Hein. Là où j'ai connu le plus de monde, c'est quand j'ai vu 200 maires quand même. Ça fait quand même un paquet. Et c'est très rare que j'ai eu un mauvais accueil, très très rare. C'est même pas la peine d'en parler. La plupart des maires étaient contents de me recevoir, de papoter un petit peu avec moi, même s'ils ne me donnaient pas le parrainage, c'est pas grave. Donc ça, c'était pour le parrainage. Hein, oui, même si il n'y avait pas que le parrainage, il y avait aussi le contact humain avec les maires. Et comme je dis, je ne le prouve pas vraiment là en ce moment, mais on n'a qu'une bouche et deux oreilles, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Et j'ai écouté beaucoup les maires, je les ai écoutés beaucoup, j'ai appris énormément de choses, et j'ai vu les dégâts qu'il y a au niveau local avec l'économie locale. Vraiment, c'est épouvantable. Là, je vois quand je vois un maire, je lui dis, voilà, il y a les agriculteurs ont beaucoup de problèmes, il me dit, oui, on en a un qui vient de se suicider. Ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal. Là, on ne fait pas de la politique politicienne. On se rend compte qu'on est vraiment dans une guerre psychologique, certes. On n'est pas dans une guerre armée avec des militaires qui sillonnent nos rues. Enfin, on en a, mais c'est les nôtres. Mais ça fait des morts. On a eu 732 morts. Ça m'a fait bouger, par contre. En France, 732 morts en France. 732 suicides d'agriculteurs en 2016. En 2017, on n'arrive pas à avoir les chiffres. Bon, évidemment, on ne va pas faire dû beaucoup s'arranger. Mais c'est vraiment dramatique. Je suis tombé sur une dame, c'est toujours des expériences de terrain que je donne. Je suis tombé sur une dame, elle avait perdu ses 2 fils. 2 agriculteurs, les 2 fils, elle les a perdus, les 2. Les 2 se sont suicidés. Alors là je dis, il faut faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on leur dit à ces maires, MERE, qu'est-ce qu'on leur dit à ces maires, donc, quand justement on est un homme politique et qu'on veut essayer d'arranger les choses et qu'on veut essayer de... Qu'est-ce que vous leur dites? Bien, en fait, je leur dis pas grand-chose. Je les écoute parce qu'elles ont besoin de parler. Elles ont besoin de vider leur sac, comme on dit. Elles ont besoin de tout dire. Et puis, je réponds simplement à leurs questions. J'attends qu'elles me posent une question. Mais je ne m'impose pas, j'écoute. J'écoute beaucoup. Et j'écoute ces femmes parce qu'elles ont quelque chose à dire. Alors, c'est quoi justement cette mère MERE? Parce qu'elle ne comprend pas. Donc elle ne comprend pas. Alors, elle ne comprend pas pourquoi elle en est rendue là. Alors elle me regarde comme un politicien, et le politicien maintenant en France, il est vu comme une espèce de truand, quelqu'un de pas très net. Et je lui dis que moi je suis pas vraiment un politicien, je suis quelqu'un qui informe, qui cherche à comprendre, et je peux vous expliquer pourquoi le monde agricole est dans cet état-là. Mais je ne pourrai vous l'expliquer que le jour où vous me le demanderez, que vous êtes en état de m'entendre. Là, vous êtes dans un état émotionnel. Le jour où vous avez envie de me parler, qu'on en parle, je peux vous expliquer doucement. Il faut y aller doucement.
Alors, Il ne faut pas s'imposer. les personnes donc, qui n'avaient pas, voilà, qui ont des difficultés, mais qui ne sont pas été, qui n'ont pas été jusqu'à à se suicider, vous en avez rencontré aussi des personnes en difficulté. Donc cela, vous avez pu leur expliquer un petit peu plus librement, parce que vous n'avez pas forcément de deuil. Donc comment vous leur l'expliquez, sachant que justement tout est dit de façon contraire finalement à ce qu'ils sont en train de vivre. Bien, c'est toute la difficulté parce qu'il est beaucoup plus facile de tromper que d'être trompé. Ces gens-là les a trompés. On leur a dit par exemple, oui, l'Union européenne vous donne des subventions. C'est pour les culpabiliser, pour leur faire comprendre que de toute façon, ils sont trop nuls pour pouvoir gérer une entreprise agricole. En la preuve, on est obligé de leur donner des subventions, déjà, les culpabiliser. Alors déjà, ça, mais en plus, on leur dit jamais que ces subventions européennes n'existent pas en fait. C'est l'argent des contribuables français qui est parti à l'Union européenne et qui est revenu. Ça, ils ne le savent pas. On leur dit jamais. Quand je leur dis, ils me disent, mais c'est pas vrai. Ils me disent, si, c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais ça, on ne va pas vous le dire. Ils ne le croient pas. Non, ils ne le croient pas. Qu'est-ce que vous leur dites à ces agriculteurs, à ces éleveurs, vous, Philippe Rubel, de l'UPR? Et moi, je leur dis, tenez bon, parce que il ne faut pas un métier facile. Je vais pas revenir sur le suicide des agriculteurs, c'est vraiment trop dramatique. Mais moi, je vais me battre de leur côté, parce que en discutant, parce que je suis un homme de terrain, en discutant avec les agriculteurs, il y en a un qui m'a dit quelque chose qui m'a particulièrement choqué. Il me dit, vous vous rendez compte, j'ai même pas le droit de vous vendre 1 kilo de blé. Alors que chez moi, j'ai une petite machine pour transformer le blé en farine. Et je n'ai pas le droit non plus de vous vendre une douzaine d'œufs, comme ça. Ils n'ont pas le droit. Alors, je dis ça, c'est pas normal. Comment ça, ils n'ont pas le droit? Ils n'ont pas le droit. C'est ce que je dis, c'est ce que l'agriculteur me dit. Moi, je suis sur le terrain, j'invente rien. Je vais sur le terrain, je recueille les informations et j'essaye de comprendre. Et là, sur le plan politique, je vais me battre pour que justement, on arrête avec ça. Que les agriculteurs puissent être un peu plus indépendants dans le choix de la vente de leurs produits. C'est-à-dire qu'on leur impose des acheteurs, c'est ce que vous dites. Voilà, on leur impose des acheteurs, on leur impose des... Ensuite, il faudrait qu'ils aient des vraies coopératives. Qui est derrière les coopératives? Bien souvent, il y a des groupements financiers. Les coopératives n'ont pas vraiment les pleins pouvoirs. C'est ça aussi qui n'est pas très bon. Il faut que en fait, c'est un problème de pouvoir. Il faut que les agriculteurs aient un meilleur pouvoir sur la vente de leurs produits. Et là, c'est sur le plan légal. Je vais demander, moi, en tant que député, si un jour j'arrive à député, à changer les réglementations pour que les agriculteurs retrouvent cette liberté commerciale qu'on leur a enlevée. Oui. On est en train d'en faire des serfs, là. Alors, tenez-vous bien, moi j'ai l'impression qu'on a réussi l'exploit, entre guillemets, d'avoir affamé ceux qui nous nourrissent. C'est quand même épouvantable. Ben oui, mais on en est là. Le problème de l'agriculteur, c'est que c'est un métier qui est de plus en plus complexe. D'abord, ils sont tout seuls, il ne faut pas oublier ça. Autrefois, dans une ferme, il y avait toute une famille. Il y avait 3 à 4 générations. Chacun faisait sa part. Et puis c'était très nombreux, il y avait beaucoup d'enfants. Maintenant, l'agriculteur, il se retrouve tout seul. Non seulement il fait ses terres, mais il doit s'occuper des terres de son voisin qui vient de se suicider. Bon, alors donc, vous voyez que la situation est extrêmement complexe pour les... Mais en plus, il doit maîtriser la gestion, la fiscalité, l'informatique, l'électricité, l'électronique, la mécanique, l'hydraulique et aussi accessoirement l'agriculture. Enfin, je suis sûr que j'en ai oublié dans le tas. Donc il faut qu'il ait cette pleine maîtrise de tout ça. Alors si on lui demande en plus d'être juriste et d'apprendre les astuces pour contourner une réglementation, comment voulez-vous qu'il y arrive? Alors en 1950, ils étaient 4 millions. Maintenant, ils sont 400 000 aujourd'hui. Ça dégringole. 30% d'agriculteurs gagnent moins de 400 € par mois. Bravo. 200 000 € d'endettement moyen par exploitation. Ils font comment? Là, on est en train d'en faire des serfs. Ils sont pris à la gorge par cette 4e monnaie qu'on appelle la dette. Un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Des milliers d'hectares sont rachetés par les capitaux chinois. Je signale au passage que si moi je gagne au loto, je ne peux pas acheter des terres en Chine, c'est interdit. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est la Nouvelle-Zélande, je crois, qui vient de voter une loi comme quoi un étranger n'a pas le droit d'acheter des biens immobiliers. Donc eux, ils protègent leur pays. Nous, à cause des réglementations européennes, on ne peut pas. Si un Chinois décide d'acheter une terre, il n'y a aucun moyen de le contrer. 200 fermes disparaissent chaque semaine. Chaque semaine, 200 fermes disparaissent. C'est quand même pas rien. La révision des zones agricoles défavorisées est exigée par Bruxelles. Ce n'est pas nous qui décidons. On n'est pas chez nous, on est sous l'occupation. À partir du moment où un pays obéit à une puissance étrangère, je suis désolé, il est sous l'occupation. Exactement comme sous l'occupation allemande.
Des traités de libre-échange comme le Mercosur, le CETA, le TAFTA, qui vont pénaliser nos éleveurs et nos cultivateurs. Voilà. Le bœuf canadien coûte moitié moins que le bœuf français et le bœuf argentin 4 fois moins. Il fait comment l'éleveur de bœuf qui est juste à côté de chez moi? J'ose pas lui montrer ça, j'ai peur qu'il se pende. C'est pour ça qu'il faut se battre. Tant qu'on est dans l'Union européenne, on est dans ce merdier. Et il faut impérativement sortir de là. Parce que c'est pour ça que nous, voilà ce qu'on propose. Remplacer la PAC par la PAN, politique agricole nationale, que ce soit qu'on retrouve notre souveraineté, bon sang. Instaurer des taxes, des quotas à l'importation, exiger la réciprocité des normes. Et ça, on ne peut pas, tant qu'on est dans l'Union européenne nous l'interdit, ça. Garantir un revenu digne et stable aux agriculteurs en réglementation les marges et en assurant un prix minimum de vente. Il me semble que c'est l'évidence même. Et sur le secteur industriel, parce que ça, de fait, c'est un domaine que vous connaissez bien. Tous. Donc comment les PME, les TPE, les TPI, les PMI, comment ça se passe? Les artisans, c'est le même problème. Ils ont tellement de réglementations que... Leur problème, c'est la réglementation. Oui, les réglementations qui sont extrêmement dures. Ils sont toujours en but à des sociétés qui ont monopolisé. Quand je dis aux gens, je cite un cas un peu dramatique, j'avais enterré mon frère il y a 20-25 ans, je ne sais plus quand. Alors là, on avait vu le curé, on avait vu le maire, on avait vu le menuisier qui a fait le cercueil, on a vu le cantonnier qui a ouvert la tombe. Voilà, on a payé ce qu'il y avait, c'est une somme modeste, on n'est pas des gens très riches, puis on est reparti. Maintenant, quand vous mourrez, ça vous coûte 4 000 €. Et les gens ne savent pas que quand ils payent un enterrement, il y a une partie de cet argent qui va alimenter un fonds de pension canadien, américain ou je ne sais quoi. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que ce domaine-là commence à être phagocyté par des multinationales. Et les artisans se heurtent, quand ils sont dans un domaine, quel qu'il soit, bien souvent se heurtent à des multinationales qui sont sur ce domaine et qui les rongent petit à petit, à coup de réglementation de plus en plus absurde, de plus en plus coûteuse. Et c'est ça le problème. Ça, c'est le lobby, on va dire, c'est le lobby, des multinationales qui mettent en place des règlements, donc qu'eux peuvent se permettre, je dirais, d'appliquer parce qu'ils ont les moyens, ils ont les services juridiques, ils ont l'organisation, donc ils ne peuvent pas forcément être déclinés à des petites échelles. Alors, ils ont une bonne pratique de l'abus de droit. Tout simplement. Alors, dans votre circonscription, donc vous avez rencontré les maires, alors donc beaucoup, 200, vous m'avez dit, donc ça c'était dans le cadre de la recherche de parrainage, vous êtes retourné les voir en tant que candidat? Non, pas en tant que candidat, mais parce que bon, il ne faut pas faire que de la politique politicienne et tout ramener à la politique, c'est pas très bon. Et il faut bien regarder tous les secteurs. Et je suis content de revoir les maires lorsque je leur propose, par exemple, de faire mes petites conférences. Je fais des petites conférences sur la manipulation mentale, où j'explique vraiment comment... alors là, je rentre dans du beurre parce que je dis... ce que je fais, c'est quasiment d'utilité publique, puisqu'on voit beaucoup de personnes âgées qui se font arnaquer à but de faiblesse. Et puis il y a aussi des cas beaucoup plus dramatiques encore de jeunes qui partent faire le djihad. Donc on est bien d'accord. Il y en a dans votre circonscription? Non, moi je n'en ai pas rencontré. Okay. Si, j'en ai rencontré quand je suis allé faire des formations dans le sud de la France. Okay, mais donc dans votre circonscription, il n'y en a pas? Non, dans ma circonscription, non, j'ai pas eu ce problème-là. Mais j'utilise cet argument pour pouvoir faire passer mes petites conférences. Et là, je me régale parce qu'il y a beaucoup de gens, et des gens qui sont extrêmement étonnés de s'apercevoir à quel point on peut manipuler une foule, on peut manipuler une population. Alors, je schématise toujours un peu à outrance. Hein. Vous voulez qu'on en parle? Oui, enfin, si c'est pas trop long, parce que... Ah non. Oh, je vais juste donner un seul schéma sur le plan purement global des populations. Je dis souvent autrefois, il faut toujours, ce que les gens, faut qu'ils comprennent, il faut toujours que, entre le pouvoir et le peuple, il y a toujours un amortisseur. Excusez, hein, c'est une image technique, c'est le technicien qui ressort toujours. Entre le pouvoir et le peuple, il y a toujours un amortisseur. Du temps des rois, l'amortisseur, c'était l'Église. Alors l'Église expliquait paisiblement au peuple, vous savez, le roi, il a le pouvoir de droit divin. C'est Dieu qui l'a désigné. Et puis, ma foi... c'était pris comme ça, et puis c'était accepté comme ça. Donc ça a marché 2000 ans. Hein. Et puis après, ce sont les bourgeois qui ont pris le pouvoir. Et là, eux, ils ont remplacé l'Église par les médias. Ils ont acheté les médias, c'est-à-dire
Dans la grosse bourgeoisie, là, on est carrément, on est Oui, plus, oui, enfin, c'est même les capitaines financiers, d'industrie, là. les capitaines d'industrie, tout ça. On peut se poser la question, on se dit, mais pourquoi ces gens-là, qui sont comme Dassault, qui fait des avions, pourquoi il a acheté Le Point ou je ne sais quoi, enfin bref, des médias. Qui sont pas rentables, entre parenthèses. Oui, qui sont pas rentables en plus. Alors comment ça se fait, des capitalistes qui ont des dents comme ça, ils payent des trucs Parce que c'est qui perdent de l'argent. c'est des budgets de communication, voilà, c'est inclus dans... Très Voilà, bien. ça, c'est inclus dans... Alors, et on s'aperçoit qu'en fait, ces médias, tous ces médias sont reliés au grand capital, aux grandes fortunes, tout ça. Il n'y a pas vraiment de médias indépendants, ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas de médias du peuple, ça n'existe pas. Bah, si, ça existe sur Internet, il y a des médias... oui, mais c'est des tout petits médias, ils n'ont pas la force de frappe, la force de frappe des... Après, dès qu'un média, parce que moi j'ai bien connu donc, ce qui s'est passé au niveau média, parce que je fais partie des gens qui étaient pionniers des médias sur Internet. Ce qui se passe, c'est que dès qu'un média sur Internet avait de l'influence, avait de l'audience, il était racheté. Ben voilà, voilà. Exactement. Donc, après, ces médias orientent toujours l'opinion publique dans un sens. Et puis, pour en revenir, je vais finir avec ça. Souvent, on me demandait comment fonctionne la République bananière. Parce que là, on est dans une République bananière, ça fait pas l'ombre d'un doute. Hein. Patatière. Ou patatière. Ici, on fait beaucoup de patates. Chez nous, on a des patates. Bon, c'est très simple. On utilise les médias pour mettre quelqu'un en avant. Donc les gens, comme ils lisent les journaux, ils écoutent la radio, ils regardent la télé, on leur présente que ce produit, c'est un produit, c'est pas un personnage, c'est un produit. Donc ils votent pour cette personne. Mais il faut quand même faire dans la finesse. Il faut quand même faire Ils n'ont pas tellement fait dans la finesse avec M. Macron. Hein. Là, c'était de la pornographie médiatique. Hein. Oui, tout à fait. Mais malgré tout, on vous dira que les opposants peuvent parler sur les médias. Ah oui, on a vu, hein. On a vu ce que ça donnait pour François Asselineau. Oui, on peut parler sur les médias. Oui, mais lui, pas beaucoup. C'est là où je parle en pression. Là, les médias, ça fonctionne comme un circuit hydraulique. Excusez, c'est encore un peu une expression de technicien. On met une forte pression sur un personnage pour qu'il soit élu. Et on met deux petites pressions sur des opposants, un de droite, un de gauche, par exemple, parce que droite et gauche, ça veut rigoureusement rien dire. Ça sert uniquement à diviser les Français. Qu'on est sur des diviser projets... pour régner, c'est ce que disait Louis XIV, mais ça date d'Aristote. Et puis voilà, quoi. Et puis, c'est aussi simple. Donc les gens croient qu'ils sont en démocratie parce qu'ils disent « Ah mais oui, mais tel opposant, il peut s'exprimer, et tel opposant, mais c'est... Donc ça fait... ces deux opposants sont opposants à eux-mêmes, ils s'opposent, mais sur des projets, sur des sujets sociétaux qui ne sont pas, fondamentalement primordiaux, alors qu'ils devraient s'opposer plutôt sur des sujets réellement clivants. Oui, effectivement, c'est vrai. Les opposants ne parlent jamais des vrais problèmes. Ils ne vont jamais parler de l'euro. Ils ne vont jamais dire que l'euro est une monnaie forte. Ils ne vont jamais parler de souveraineté, alors que c'est l'enjeu. La souveraineté, ils ne vont jamais en parler. Ils ne vont jamais dire, par exemple, si vous avez de l'argent, vous n'avez pas le droit d'acheter des terres en Chine, mais les Chinois peuvent acheter toutes les terres françaises, vous ne pouvez pas vous y opposer. Ça, ils ne vont jamais mettre ça sur le terrain. Par contre, on peut parler de est-ce qu'on est pour ou contre le cannabis, ou est-ce qu'on est pour... Ah oui, là, on va faire des débats, c'est ce qu'on appelle les sujets sociétaux, donc ça a pris la place finalement des sujets... Ils sont parfaitement capables de faire un débat de 3 heures sur l'influence du réverbère sur la prostitution canine. Ça ne les gêne pas. Mais les vrais problèmes, les agriculteurs qui se suicident, par exemple... Alors, oui, il y a quand même, je voudrais quand même... là, on tape un peu sur les médias, mais on va peut-être, je dirais, en citer quelques-uns qui sont bons. Il y a notamment Natacha Polony qui fait sa télé, Polony TV. On peut dire que le média donc, de France Insoumise, il fait aussi un vrai travail, je dirais, d'information, un vrai travail de débat, parce que déjà, lui, il invite tout le monde, quoi. Donc, il ne fait pas de ségrégation. Le problème, c'est qui les regarde? Donc là, les élections législatives sont passées. C'est quoi, pour vous, Philippe Rubel, dans le département de l'Indre-et-Loire, l'avenir, vos prochaines actions, c'est quoi vos projets, votre parcours dans les 5 prochaines années dans l'Indre-et-Loire? Eh bien, politique, bien sûr. Je vais continuer à voir les agriculteurs pour leur dire que je suis là, que je les soutiens, que je vais me battre pour eux, dans la mesure de mes moyens. Leur faire comprendre que ça serait intéressant qu'ils votent pour moi quand même. Et
Et je vais continuer à voir les maires aussi, parce que j'ai déjà commencé, pour continuer à faire mes conférences sur la manipulation mentale. Parce que le fond du problème, pour moi, c'est ça. C'est que les gens... le problème, c'est ce que disait Simone de Beauvoir, le problème, c'est pas l'ignorance, c'est le refus de savoir. Il y a des gens, ils sont fatigués de la politique, ils sont fatigués qu'à chaque fois qu'il y a un vote, après c'est encore pire. Ils sont fatigués de tout ça, alors ils veulent plus savoir. Combien de fois il y en a qui me disent, par lassitude, qui me disent oh, je ne veux pas savoir, je ne veux pas me prendre la tête avec ça. Et c'est ça qui est très dur. Alors il faut que je les motive doucement. Écoutez, si, il faut apprendre, il ne faut pas avoir peur. Le pouvoir, c'est le savoir. Si vous ne savez rien, vous n'avez aucun pouvoir. J'ai rencontré quand même beaucoup de maires qui ne savaient pas que la loi NOTRe, ben, que c'était une loi qui finalement découlait de directives européennes. Oui. Et ça, c'est pratiquement impossible. Enfin, moi, j'étais dans l'impossibilité même avec toute la pédagogie, la pédagogie que j'ai, parce que j'étais enseignant aussi, donc j'en ai un minimum. Il y a des maires qui se refusent à croire que ce qui leur arrive, c'est à cause de l'Union européenne. Ah, mais j'ai eu mieux que ça encore. J'ai eu un maire comme ça, et je commence à lui parler de l'Union européenne. Il me dit, mais il n'y a pas de problème avec l'Union européenne, puisqu'on a voté contre. Il ne s'était pas rendu compte qu'on était dans l'Union européenne. Parce que pour lui, en 2005, on avait voté contre, bon, voilà, l'affaire réglée. Enfin, là, c'est... Oui, enfin, là, tu n'es pas beaucoup informé quand même. Je le comprends, parce que ces gens-là sont pris dans leur travail. Hein. Ils sont abrutis de boulot. Oui, mais là, il n'est pas abruti de boulot de maire, en tout cas. Oui, mais c'est un maire agriculteur. Ah oui, donc il était pris par son travail d'agriculteur. En plus, il avait un certain âge déjà. Oui. Je voyais vraiment la personne fatiguée. Oui. Non, mais moi, ce que je fais me passionne énormément parce que c'est la continuité de ce que je faisais. Ça me permet de rencontrer des gens et des cultures extrêmement différents. Les agriculteurs sont très différents des artisans, les professions libérales sont très différentes, ils ont chacun leurs problèmes, et tous sont reliés aux problèmes de l'Union européenne. Quel genre de décision, quel genre d'action vous voudriez mettre en place rapidement, avec les moyens que vous aurez, dans une profession, je ne sais pas, on va peut-être commencer par les agriculteurs. Par exemple, pour les agriculteurs, qu'est-ce que vous pouvez... Pour les agriculteurs, c'est simple, sans lettres, parce qu'il faut remuer beaucoup de monde, et il faut passer au travers d'un tas de réglementations qui évidemment vont freiner tout ça. Les circuits courts. Ça, là, j'ai dans le collimateur une petite épicerie dans un petit village un peu perdu, là, qui essaye de se relancer. Et j'y suis allé en vélo l'autre jour, mais c'était fermé. J'aurais dû téléphoner avant. Et ce que je voudrais, c'est que le slogan de cette épicerie soit tous les produits qui sont ici sont issus des produits de la région dans un rayon de 30, 40 ou 50 km. Et ensuite, il faut que, ça va être mon travail, que j'aille de ferme en ferme. Je dis, voilà, à tel endroit, il y a une épicerie locale qui se montre, quels produits vous allez pouvoir leur proposer. Et ainsi de suite. Faire toutes ces fermes. Alors, ce serait faire de cette épicerie une épicerie pilote, en quelque sorte. Une pilote de circuit court. Alors, là, vous êtes un homme politique novice, hein, donc un newbie, comme on dit. J'en suis fier. Un newbie, comme on dit comme disent les jeunes. Mais je pense qu'il y a un problème avec les hommes politiques, c'est qu'ils n'ont plus la confiance. Hein. Donc après, on peut comprendre avec tous les tromperies qu'il y a pu y avoir ces plusieurs décennies là. Alors comment on peut rétablir cette confiance? Mais justement avec des politiciens non politiciens, dont je suis l'avant-garde, si on peut dire, puisque beaucoup de politiciens n'ont fait que de la politique. Et en plus, ils font de la politique politicienne. Donc ça, évidemment, c'est très mal perçu au niveau du public. C'est quoi la politique politicienne? C'est-à-dire qu'ils vont faire des promesses qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas tenir. D'accord. Voilà, alors c'est ça la politique politicienne. Ils vont parler de sujets qui n'ont aucune importance pour meubler, pour se montrer, pour qu'on les voit bien devant. C'est-à-dire qu'ils font vraiment de la politique politicienne. C'est-à-dire pour montrer leur image. Mais ils ne vont pas parler des problèmes de fond. Ils ne vont pas vraiment aller au fond des problèmes. Et en plus, ils ne connaissent pas le monde du travail parce qu'ils n'ont jamais été dans le monde du travail. Ils n'ont fait que de la politique. Donc moi, j'ai le discours inverse. Je dis, moi, j'arrive du monde du travail et du monde du travail international. Et j'ai travaillé dans les travaux publics, dans le domaine du pétrole, dans l'énergie et d'une façon internationale. Donc je sais de quoi je parle.